Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux élèves de 3e du Collège Le Bernica, et notamment aux élèves de 3e Aubrac, Mandela et Veil. On va continuer ces émissions radio sous forme de cours de géographie en ce moment, avec chapitre 6, un nouveau chapitre intitulé « Aménager pour répondre aux inégalités croissantes ». J'ai fait un petit oubli lorsqu'on a fait le chapitre précédent, c'est-à-dire le chapitre 5, Aménager les territoires ultramarins français. En fait, on était en train de faire la troisième et dernière partie du cours, pourquoi et comment aménager le territoire, après avoir vu la deuxième partie sur l'Union européenne et la France dans le monde. Donc je l'ai indiqué sur vos fiches de travail. On est toujours dans le thème de l'aménagement du territoire et cette leçon, qui ne concerne plus directement l'outre-mer, va s'articuler en 4 temps. Dans une première partie, on va refaire une étude de cas sur une ligne ferroviaire qui touche le sud-ouest de la France. Ensuite, on abordera les inégalités du territoire français, puisque l'aménagement du territoire travaille sur les inégalités. Une troisième partie traitera des enjeux de l'aménagement du territoire et une quatrième partie sur les acteurs de l'aménagement des territoires. Dans l'introduction de cette leçon, il faut rappeler et prendre note de la définition de l'aménagement du territoire. Vous avez cette définition page 280 de votre livre. On va donc la noter dans l'introduction. L'aménagement du territoire correspond aux actions et politiques mises en œuvre pour réduire les inégalités territoriales. Politique mise en œuvre pour réduire les inégalités territoriales. Les questions qui vont nous guider, on peut les rappeler. Quelles inégalités existent entre les territoires français et comment l'aménagement du territoire peut-il les réduire? Nous allons donc démarrer aujourd'hui ce travail par une étude de cas, un exemple d'aménagement. Première partie, la ligne à grande vitesse LGV Sud-Europe Atlantique et ses enjeux. Donc vous pouvez prendre votre livre, page 272. Quelles sont les questions qui vont guider cette étude de cas? D'abord, quels objectifs et quelles attentes dans cet aménagement? Deuxièmement, quelles réalisations? Troisièmement, avec quels moyens? Et enfin, pour quelles conséquences, pour quelles retombées? On parlera des enjeux à ce moment-là. Alors souvent on connaît le sigle TGV, train à grande vitesse, et là on utilise le sigle LGV qui désigne ligne à grande vitesse. Donc vous l'avez deviné, il s'agit d'une ligne ferroviaire, d'une ligne de chemin de fer, qui concerne la liaison entre la ville de Tours et la ville de Bordeaux. Alors pourquoi créer une ligne à grande vitesse sur ce tronçon? On va lire le document 2, page 272. Un article qui émane d'un consortium d'entreprises qui s'appelle l'ISEA, l'ISEA Express. C'est une revue qui émane de ce consortium d'entreprises qui date d'avril 2015. Ce sont des témoignages recueillis par l'entreprise qui va participer à la construction de cette ligne à grande vitesse. Les enjeux et les attentes, Alicia. Bordeaux est une des dernières grandes métropoles non raccordées à la très grande vitesse. L'entrée en service de la LGV constitue à ce titre une remise à niveau susceptible de fortifier l'économie et l'attractivité de la ville. Jérôme,
La LGV devrait accélérer le développement du territoire bordelais. Malgré l'attractivité qu'elle exerce, Bordeaux manque de centres de décision, de services aux entreprises. Or, l'arrivée de la LGV peut encourager des sociétés de taille moyenne à y implanter leur siège. Luc, la région attend depuis longtemps la LGV qui permettra de conforter son attractivité et d'envisager de meilleures réponses aux besoins de mobilité, aux défis environnementaux et de liaison de qualité entre les villes qui composent la très grande région de demain, c'est-à-dire le Grand Ouest. Il faut prendre un petit peu de recul avec ces témoignages puisqu'ils émanent d'une revue, d'une plaquette créée par un des investisseurs, on va le voir, de cette construction. Évidemment, les témoignages ne peuvent être que positifs et vertueux. On retrouve malgré tout un certain nombre d'arguments développés par les pouvoirs publics pour créer cette ligne ferroviaire à grande vitesse. Un élément évident, c'est la grande vitesse. La grande vitesse permet de diminuer les temps de transport. On peut noter sur votre fiche, un des premiers objectifs, c'est réduire le temps de transport. Réduire le temps de transport entre grands pôles urbains de l'Ouest, Tours, Poitiers, Angoulême, et améliorer la connexion avec la capitale, c'est-à-dire avec Paris, entre Paris et ces grands pôles urbains de l'Ouest. C'est un des arguments des économistes ou des aménageurs aujourd'hui, c'est renforcer la connectivité, la connexion qui existe entre les différents pôles d'activité et pôles d'implantation humaine. Un deuxième élément qui apparaît ici, c'est l'aspect économique. Le texte nous dit que Bordeaux manque de centres de décision, de services. Alicia dit que la LGV constitue une remise à niveau pouvant fortifier l'économie et l'attractivité de la ville. Donc on peut noter sur votre fiche renforcer l'attractivité économique de la ville de Bordeaux, un autre objectif, renforcer l'attractivité économique de la ville de Bordeaux. Et Jérôme nous dit dans le texte, la LGV devrait accélérer le développement du territoire bordelais, donc on peut noter également et accélérer le développement de son territoire. On parle de Bordeaux. Et accélérer le développement de son territoire. L'ISEA évoque des défis environnementaux. C'est vrai que le train a l'avantage de ne pas émettre directement de gaz à effet de serre et de pollution atmosphérique, même si pour produire de l'électricité en amont, c'est souvent le cas. Donc on peut noter qu'un des objectifs est également de développer un mode de transport collectif moins polluant pour l'atmosphère. En effet, le train, qui est à propulsion électrique, est un transport collectif moins polluant pour l'atmosphère que le transport aérien ou que le transport routier. Allons voir maintenant de quelle réalisation il s'agit, avec le document 1, page 272, et le document 4, page 273. Vous le voyez sur la carte. C'est une ligne à grande vitesse qui relie Tours à Bordeaux. Donc ligne à grande vitesse, LGV. On peut prendre le vocabulaire page 272, juste en dessous. Ligne ferroviaire construite pour des trains roulant au-delà des 220 km/h et nécessitant un tracé et une signalisation spécifique. C'est vrai qu'on connaît les TGV, trains à grande vitesse. C'est une nouvelle génération de trains qui roulent autour de 200-220 km/h. Ce sont des trains qui peuvent utiliser des lignes ferroviaires classiques et atteindre ces vitesses sur certains tronçons rectilignes. Une ligne à grande vitesse est une ligne qui a un profil particulier, justement rectiligne ou avec de grandes courbes, qui permettent au train de circuler, au TGV, de circuler cette fois-ci jusqu'à 350 km/h. En fait, les vitesses d'exploitation sont plutôt autour de 300-320 km/h, contre 200 km/h pour un TGV sur une ligne classique. Donc on peut noter une LGV, ligne à grande vitesse, vocabulaire page 272,
Ligne de chemin de fer nouvelle permettant la circulation de trains à grande vitesse, TGV, 320 km/h contre 200 km/h pour un TGV sur une ligne classique. C'est une ligne longue de 302 km et qui a été mise en service en 2017. Vous remarquez sur la carte que vous avez en vert, d'abord il y a une ligne à grande vitesse existante, c'est celle de Paris-Tours. L'objectif ici, c'est de continuer la ligne à grande vitesse vers le sud-ouest, vers Bordeaux. Vous remarquez également que parallèlement à cette nouvelle ligne ferroviaire, existe la ligne classique. La ligne classique permet de relier Bordeaux à Paris en 3 heures. La ligne à grande vitesse permet de relier Paris à Bordeaux en 2 heures. On gagne 1 heure. Mais ce qui motive également cette réalisation, c'est que sur la ligne classique, il était compliqué de faire circuler à la fois des trains à grande vitesse, des trains qui transportent du fret, de la marchandise, et des trains régionaux, ce qu'on appelle des TER, trains express régionaux, qui roulent moins vite. En effet, mettre tous ces trains les uns à la suite des autres, un TGV roulant plus vite sur la ligne classique, rattraper rapidement le TER ou le train de fret. Donc on ne pouvait pas offrir toute la capacité de train à grande vitesse qu'on aurait souhaité. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont garder la ligne classique pour les trains express régionaux et les transports de fret et utiliser la LGV pour les TGV. Et donc offrir davantage de trains à grande vitesse sur cette liaison. Cette augmentation de la capacité ferroviaire sur cette ligne suppose des travaux quand même de désaturation dans les gares de Paris-Montparnasse et de Bordeaux-Saint-Jean. Donc il y aura aussi des travaux pour accueillir davantage de trains dans ces 2 gares. Alors maintenant, avec quels moyens a été réalisée cette ligne ferroviaire, notamment sur quels moyens financiers? Document 3, page 272, c'est un diagramme circulaire qui nous informe sur le financement de la LGV SEA, qui veut dire ligne à grande vitesse, Sud-Europe-Atlantique. Alors on a différentes couleurs et on a différents financeurs, on pourrait dire. On a en orange l'État, les collectivités territoriales, c'est-à-dire la région, le département, et l'Union européenne, 3 milliards d'euros. Vous avez la SNCF Réseau, 1 milliard d'euros, Société nationale des chemins de fer, c'est celle qui exploite actuellement le réseau ferroviaire français. Et puis on découvre dans la partie droite, en bleu, l'ISEA, 3,8 milliards d'euros, un petit peu moins de la moitié. Et on nous dit en note que l'ISEA est une entreprise privée qui assure la conception, une partie du financement, la construction, la maintenance et l'exploitation de l'infrastructure, c'est-à-dire de la ligne ferroviaire, jusqu'en 2061, c'est-à-dire pendant 50 ans. En effet, l'État, qui est endetté, trouve des solutions dans un partenariat public-privé. C'est ce qu'on appelle un PPP. C'est un financement assuré par un PPP, partenariat public-privé. Et ce groupement privé, l'ISEA, qui est une association, par exemple l'entreprise Vinci, qui est un grand constructeur d'infrastructures. On l'a vu intervenir à La Réunion, par exemple sur la route des Tamarins, mais également des investisseurs privés comme l'assureur AXA, eh bien, participent et injectent de l'argent dans ce projet, ce qui permet à l'État de moins dépenser d'argent et de masquer d'ailleurs au passage une partie de la dette publique. Donc, au total, c'est un budget de 7,8 milliards d'euros, qu'au passage, on peut comparer avec les 2 milliards d'euros de la nouvelle route du littoral. Mais là, on est sur plus de 300 km. À l'époque, ça a été un des plus grands chantiers d'Europe. Donc, on peut noter, d'un budget de 7,8 milliards d'euros, le financement est un PPP, 3P, partenariat public-privé, dans lequel un groupement privé, donc, l'ISEA, réalise la construction et se paye sur les redevances liées au trafic pendant 50 ans. C'est un moyen qui ne fait pas l'unanimité, car on fait une dépense pour un service public dans lequel on fait rentrer des intérêts privés. D'ailleurs, la Cour des comptes a interpellé l'État à ce sujet
en lui indiquant que ce mode de financement pouvait comporter un manque à gagner pour l'État. La SNCF, par exemple, doit payer des frais d'utilisation de la ligne à l'ISEA, avec le risque de voir des billets de train augmenter. Alors, quelles sont les conséquences, quelles sont les retombées de cette nouvelle ligne de chemin de fer, qui, c'est vrai, relie les villes de l'ouest de la France de façon plus rapide, également relie ces villes-là à la capitale, c'est indéniable, en utilisant d'ailleurs un mode de transport relativement propre du point de vue de l'environnement. Il faut quand même souligner que ces travaux gigantesques se sont faits en rase campagne ou parfois en ville et ont impliqué des terrassements assez gigantesques avec des collines qui ont été arasées, des vallons qui ont été comblés. Et donc les paysages ont quand même été durablement marqués par cette nouvelle ligne. On peut donc noter une atteinte à l'environnement. Il y a eu aussi des expropriations, puisque l'emprise de la ligne passant sur des propriétés privées, avec parfois destruction de bâtiments ou réduction de certaines propriétés agricoles. Et on sait qu'à l'époque, le lobby des viticulteurs s'est opposé à ces expropriations qui voyaient des propriétés viticoles diminuer à cause du passage de cette ligne. Mais si on tourne la page et qu'on prend le livre, page 274, on voit que cette ligne LGV va arriver à Bordeaux dans le quartier de la Gare, qu'on appelle le quartier Saint-Jean-Belsier, et que les aménageurs vont en profiter pour créer une nouvelle gare, récupérer des friches industrielles ou des friches ferroviaires, des zones ferroviaires qui étaient inoccupées, pour créer un nouveau quartier urbain. Donc c'est une contribution on pourrait le noter sur votre fiche, à la rénovation. C'est une contribution à la rénovation du quartier de Saint-Jean-Belsier à Bordeaux. On va lire à ce sujet le document 7, page 274, Objectif d'aménagement urbain de Saint-Jean-Belsier. C'est un texte d'orientation d'aménagement urbain qui date de 2014. C'est un texte qui émane des pouvoirs publics. Le site du projet est un vaste territoire complexe composé de quartiers populaires anciens et de grandes entreprises d'activité à restructurer pour accompagner l'arrivée des lignes grande vitesse et d'un centre des affaires. Objectifs généraux. Tirer parti de l'arrivée à moyen et long terme de la LGV pour doter l'agglomération bordelaise d'un centre des affaires de rayonnement national et européen. Opérer la mutation des friches ferroviaires et des terrains aujourd'hui peu valorisés pour développer un nouveau quartier offrant mixité sociale et fonctionnelle, on va y revenir. Connecter le quartier et l'intégrer au reste de l'agglomération bordelaise par les transports, renforcement du réseau de transport en commun, création de nouvelles voies de desserte, d'un nouveau franchissement de voies ferrées, inciter de nouveaux modes de vie et de nouveaux usages de la ville par une conception durable et sociale des quartiers. Cette lecture peut s'accompagner des chiffres clés qui sont juste à côté. 15 000 nouveaux logements, 400 000 m² de bureaux, donc c'est le centre des affaires dont on parlait, 40 000 m² de commerce, 50 hectares d'espaces verts et 100 millions d'euros de subventions publiques, etc. Donc là, on n'est plus tellement dans l'aménagement des infrastructures de transport, on évoque ici les aménagements urbains. Ces aménagements urbains, on en a un bel exemple avec le quartier de l'Éperon, qui a vu nombre d'immeubles se construire ces dernières années, avec écoles, gymnases, services, grandes surfaces alimentaires. Eh bien, ce projet urbain de Saint-Jean-Belsier nous parle de mixité fonctionnelle et mixité sociale. C'est assez intéressant. On va lire le vocabulaire, page 274. De quoi il parle lorsqu'il parle de mixité fonctionnelle? Je lis le vocabulaire. Diversification des fonctions d'un quartier. Fonctions de logement, de travail, d'achat, de loisirs. Elle permet de limiter les déplacements quotidiens. C'est assez bien vu. Pour éviter les déplacements du genre « je vais dans la périphérie de la ville faire mes achats dans les grandes surfaces de vente », eh bien,
je crée une diversité fonctionnelle qui me permet d'avoir sur place les commerces dont j'ai besoin et les services, l'école, la bibliothèque, etc. de façon à limiter les déplacements quotidiens. Deuxièmement, ce projet urbain nous parle de mixité sociale. On va lire également le vocabulaire. Diversification de la composition sociale d'un quartier pour lutter contre la séparation spatiale des habitants selon leur niveau de vie. Effectivement, la mixité sociale, c'est le mélange des différentes classes ou groupes sociaux qui ont des revenus différents, de façon à ne pas ghettoiser, on pourrait dire, ce quartier, soit pour en faire un quartier de luxe, soit pour en faire un quartier défavorisé. Vous voyez que les objectifs de l'aménageur paraissent vertueux. Après, sur place, ça sous-entend souvent des destructions, des restructurations, et souvent l'histoire des quartiers peut disparaître avec ces grands chamboulements urbains qui ont lieu. Après cette étude de cas, on peut maintenant voir ce qu'il en est au niveau national. Deuxième partie, les inégalités des territoires français. On peut prendre la carte, page 278, document 1, une carte qui s'intitule « L'organisation du territoire français », avec, vous voyez en légende, à gauche, des territoires moteurs, ensuite des espaces en difficulté et aidés, et enfin des territoires inégalement reliés au monde, c'est-à-dire plus ou moins reliés à l'environnement européen et mondial. Cette carte est d'ailleurs schématisée, page 281, schéma que vous aurez à réaliser. Un premier élément que l'on peut noter, c'est le grand disque rouge qui est sur Paris. Et effectivement, là, à l'échelle nationale, il existe un fort déséquilibre entre la région parisienne, puisque vous voyez que la ville de Paris est entourée d'une aire jaune, et la légende nous dit « méga région parisienne, cœur du territoire national ». Donc on peut noter que à l'échelle nationale, il existe un fort déséquilibre entre la région parisienne, un tiers de la richesse nationale et 19% de la population française, entre la région parisienne et le reste du territoire. Voilà un premier déséquilibre. Un géographe nommé Gravier, d'ailleurs, avait à ce sujet écrit un livre qui s'intitulait « Paris et le désert français ». On parle d'hyperconcentration parisienne, donc de déséquilibre par rapport au reste du territoire. On peut se rappeler également que les pôles urbains jouent un rôle de concentration des activités de la population, puisqu'on avait parlé de métropolisation. On les voit également sur cette carte, et on peut donc rajouter les métropoles régionales et leurs aires urbaines sont des pôles de concentration. En ce qui concerne le dynamisme, on peut voir l'aire qui est indiquée en jaune. On peut se rappeler ces espaces dynamiques en cours d'intégration par les transports, on a lu avec la LGV. Donc ce sont les régions de l'ouest de la France et du sud. Donc on peut noter les régions littorales de l'ouest et du sud sont dynamiques. Vous remarquez également dans la partie droite de la légende qu'on a des espaces bien intégrés à l'Union européenne. Ils sont proches de la mégalopole européenne, à l'est notamment. Eh bien, on peut noter que ces régions frontalières, que ce soit les régions de l'Est, comme l'Alsace, ou les régions du Nord, eh bien, ces régions frontalières, on peut noter les régions frontalières du Nord et de l'Est, proches du cœur économique de l'Union européenne, donc de la mégalopole, sont intégrées à l'Union européenne et à la mondialisation. Alors, on peut nuancer un petit peu le propos, puisqu'on sait que la Lorraine et le Nord sont quand même des régions aussi industrielles anciennes qui ont été en crise et qui sont actuellement aidées à la reconversion. Dans la partie centrale de votre légende, des espaces en difficulté et aidés, on voit que ce sont les zones rurales et montagnardes. Donc on peut noter les régions rurales du centre, les zones montagneuses
mais aussi l'outre-mer, sont en difficulté. Donc elles sont aidées. Enfin, la carte sur les espaces en difficulté nous indique un petit losange mauve indiquant quartier prioritaire, politique de cohésion urbaine. En effet, si on traite cette fois-ci l'échelle locale et non plus l'échelle nationale, on voit des inégalités de territoire entre certains quartiers urbains, par exemple. Certaines banlieues en crise s'opposent à des centres-villes dynamiques. Et inversement, certains centres-villes voient leur commerce fermé au bénéfice de grandes surfaces périphériques. Donc on a des inégalités, des déséquilibres possibles également à l'échelle locale, à l'échelle de la ville. Je répète, certaines banlieues en crise s'opposent à des centres-villes dynamiques. Inversement, certains centres-villes voient leur commerce fermé au bénéfice de grandes surfaces périphériques. Une tendance qu'on voit peut-être se dessiner à La Réunion. Je pense aux petits commerces du centre-ville de Saint-Paul qui sont de plus en plus menacés par les grandes surfaces de vente qui sont installées à Savannah ou dans la périphérie saint-pauloise. Voilà pour cette première leçon concernant l'aménagement du territoire en France. Vous voyez qu'on est passé d'une étude de cas à des choses plus générales concernant les inégalités du territoire français. On verra la prochaine fois les enjeux de cet aménagement et les acteurs. Et puis, on réalisera évidemment un croquis de synthèse. Merci pour votre écoute. À la prochaine.